Bonjour les chimistes, alors aujourd'hui on va parler de la réaction d'hydrogénation catalytique des alcènes en alcane, mais aussi des alcynes en alcène, et cela en catalyse hétérogène. Donc catalyse hétérogène, ça veut dire qu'on aura les réactants et le catalyseur qui ne sont pas dans la même phase, et c'est la version la plus utilisée industriellement. Allez, on s'y met tout de suite. Allez, on commence avec la présentation de la réaction, c'est-à-dire que là je vais vous parler des conditions expérimentales, de la structure des produits et puis bien sûr de la sélectivité. Alors comme substrat, pour illustrer cette réaction, je propose de partir du E3,4 diméthyl X3N. Là, si vous voulez réviser la nomenclature, je vous invite à mettre pause pour représenter la structure. Bon, au final, ça va nous donner... Ça, ce serait l'X3N, et donc 3,4 diméthyl, ça va être ça. Ou alors, je peux le représenter dans le plan perpendiculaire à celui de votre feuille. Mais je dois faire attention, l'alcène est toujours plan, avec ici, hop, des groupements comme ceci. Que je pourrais aussi noter éthyle et méthyle. Donc on y va, je vais vous donner un exemple de réaction d'hydrogénation catalytique. Donc là, on considère qu'on part de ce substrat. Donc je prends la deuxième représentation. Donc je vais noter le CH3 méthyle, le C2H5 je le note éthyle. Même chose de l'autre côté. Et donc, on traite ce composé-là par du dihydrogène. Alors il se trouve qu'en fait, si vous mélangez simplement l'alcène et le dihydrogène, vous n'allez rien obtenir du tout. Parce que la liaison HH, en fait, il se trouve que c'est une liaison qui est très forte. Et on a une énergie de liaison ici qui est proche de 430 kJ par mol. Ce qui est énorme, donc autant vous dire qu'elle ne va pas se rompre toute seule. C'est pourquoi on travaille toujours dans des conditions avec un catalyseur. Donc les catalyseurs, j'en parlerai un peu plus tard, mais ici, c'est le catalyseur qu'on appelle du nickel de Raney. Donc c'est du nickel avec une surface finement divisée. J'en parle un tout petit peu plus loin. Et on peut travailler dans des conditions 25 degrés 1 bar, c'est-à-dire des conditions plutôt douces. Et en présence de ce catalyseur, on va pouvoir former des alcènes. Alors il se trouve que ces deux atomes d'hydrogène, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est qu'ils vont se fixer, ils vont faire une addition sine. C'est-à-dire que les deux hydrogènes vont arriver soit par le dessus de la molécule, soit par le dessous. Ce qui fait que bien qu'on forme deux carbones asymétriques, on n'aura pas les 4 stéréoisomères. Donc si je représente les produits obtenus, donc si je considère que le dihydrogène arrive par le dessus, ça me donne le composé suivant. Voilà. Mais le dihydrogène peut aussi bien arriver par le dessous de la molécule, auquel cas j'ai un autre stéréoisomère. Et donc là, évidemment, la question qu'il faut se poser, d'abord, c'est dans quelle proportion on va les avoir. Bon, là, il se trouve qu'on part d'un alcène plan, donc le dihydrogène a autant de chances d'arriver par le haut que par le bas, donc on s'attend à avoir 50% du stéréoisomère de gauche et 50% du stéréoisomère de droite. Par ailleurs, on doit se rendre compte que ces deux stéréoisomères sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc il s'agit d'un couple d'énantiomères. Autrement dit, ce qu'on a obtenu ici, ça s'appelle un mélange racémique. Voilà. Alors là, il y a une question que je souhaite vous poser, qui me paraît essentielle. Donc, question, et je vous demande de mettre pause. Cette réaction est-elle stéréosélective? Je veux vraiment que vous preniez un petit temps pour réfléchir. Mettez pause. Si vous jouez vraiment le jeu, laissez-moi un petit commentaire tout de suite. Et maintenant, on va parler de la réponse. Alors, une réaction elle est stéréosélective si elle favorise la formation d'un ou plusieurs stéréoisomères. Si on regarde ce qu'on a ici, on a deux carbones asymétriques qui vont être formés, donc on doit attendre a priori 4 stéréoisomères de configuration, sauf s'il y a un méso.
Et du coup, bah, il se trouve qu'on va former, donc ici on verra plus loin qu'il y a peut-être un composé méso, mais on forme 50%, 50% et 0% de l'autre ou des autres stéréoisomères attendus. Donc là, la réaction est bien stéréosélective. Et attention, souvent vous tombez dans le panneau, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont me dire bah, on a autant de l'un que de l'autre, il n'y en a pas un qui a été favorisé, donc c'est non stéréosélectif. C'est une grossière erreur. Vous devez regarder le nombre total de stéréoisomères attendus. Donc là, la réaction est stéréosélective. Comment on le justifie? Bah, si on veut le faire proprement, donc, il y a formation de 2 carbones asymétriques, c'est-à-dire 4 stéréoisomères de configuration. Donc ici, on va dire 3 parce qu'on verra plus loin qu'il y a un méso. Stéréoisomères de configuration possible. Donc dans ce cas précis, 3. Car on va voir plus loin qu'il y a un composé méso. 2 seulement sont formés. Donc là, on a bien une réaction qui est stéréosélective. Ça provient de l'addition de signes. Il faudra se poser maintenant la question, deuxième question. Ça, c'était question 1, maintenant question 2. Cette réaction est-elle stéréospécifique? Alors, petit rappel sur la stéréospécificité. Donc une réaction, elle est stéréospécifique à 2 conditions. De 1, il va falloir qu'elle soit déjà stéréosélective. Et de 2, il va falloir que changer la configuration du réactif puisse influencer la configuration du produit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la même réaction, mais au lieu de partir du E34-diméthylhex-3N, nous allons partir du Z34-diméthylhex-3N. Nous allons voir si cela influence la configuration des produits. Si oui, alors la réaction est dite stéréospécifique. Donc là, je représente le Z34-diméthylhex-3N, plus la molécule de dihydrogène, dans les mêmes conditions expérimentales. Et je représente les 2 produits qui paraissent possibles en faisant arriver le dihydrogène par le dessus et par le dessous. Et voilà. Alors, si on y regarde bien, on devrait se dire, on a peut-être 50% de celui-là, 50% de celui-là, mais là, regardez bien. Attention, la molécule que vous formez n'est pas chirale. Elle a un plan de symétrie ici qui coupe votre feuille en 2. Donc ce plan de symétrie, on peut le faire apparaître comme ça. D'accord? Et donc, finalement, si on regarde bien, ces 2 stéréoisomères de configuration sont identiques. D'accord? Donc finalement, on peut simplement en mettre un en parenthèse et dire que c'est plutôt égal. C'est tout à fait le même composé. Voilà. Donc ce qu'on obtient, en fait, c'est à 100% un unique composé méso-achiral. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas obtenu le même stéréoisomère de configuration que si on partait du E, puisque là on est parti du Z. Alors au passage, on va rapidement donner les configurations des carbones asymétriques qu'on a ici. Donc pour le carbone qui est là, alors je ne vais peut-être pas détailler, mais si on numérote... ah oui, donc là il faudrait regarder par le dessous. On aurait 1, 2, 3. Donc ça nous fait un carbone R ici. Alors ça, je ne vais pas le détailler, ce n'est pas l'objet de la vidéo, pardon. Et puis de l'autre côté, on aurait un carbone S. Voilà, donc là on a RS qui est identique à SR. Et si je remonte sur la réaction précédente, mais ici on avait, alors je peux le faire par comparaison, donc le R c'était du S, donc là on a SS et RR, en partant du E. Donc pour conclure sur la stéréospécificité, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, là, on a bien un lien et que la configuration des réactifs influence celle des produits. Je peux faire un petit schéma pour illustrer ça, c'est-à-dire qu'à partir du stéréoisomère E, on a vu qu'on obtenait 50%
de composé SS et 50% de composé RR, alors que si on part du composé Z, on obtient 100% du composé RS. Au passage, même si j'ai déjà beaucoup insisté dessus, je le redis, ça provient du caractère sin de l'addition. Donc on peut même dire que la réaction, la conclusion évidemment c'est qu'elle est stéréospécifique, mais on peut même dire qu'elle est stéréospécifique sin. D'ailleurs, ça doit vous rappeler un petit peu la réaction d'hydroboration qu'on avait déjà vue. Je vous remets le lien au passage pour ceux qui souhaitent revoir cette réaction. Elle était sur l'autre chaîne. N'oubliez pas qu'on a maintenant les vidéos qui se divisent entre deux chaînes, chaque chaîne assumant pleinement son rôle. Mais l'hydroboration a été faite sur la chaîne Blablaro Labo. Bon, voilà déjà pour ces histoires de stérosélectivité, stéréospécificité. Alors rapidement un petit mot sur l'aspect thermodynamique de la réaction. Donc quand on travaille à température ambiante, la réaction elle est quantitative, c'est-à-dire qu'elle a une constante d'équilibre très grande, et exothermique. Donc ça veut dire qu'elle libère de l'énergie thermique vers le milieu extérieur. Mais alors ça a des conséquences parce qu'on peut se poser une question. Si la réaction est exothermique, alors là je vais ressortir un vieux truc, je vais ressortir la loi de Van 't Hoff. Je vous rappelle que, pour ceux qui ont fait de la thermochimie, plutôt la relation de Van 't Hoff, donc j'avais fait une vidéo sur la relation de Van 't Hoff, je vous mets également le lien, c'est que la dérivée du ln de la constante d'équilibre par rapport à la température, c'est delta RH standard sur RT carré. Or, dans notre cas, ce que je vous ai dit, c'est que le delta RH standard, comme la réaction est exothermique, il est négatif. D'accord? Voilà. Ce qui fait que d2ln de K standard sur dt, c'est négatif également. Donc on en conclut que la dérivée étant négative, K standard de t est une fonction décroissante. On peut donc se poser la question suivante. Si K standard est très grand à température ambiante, si je chauffe, sa valeur diminue. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir renverser la réaction, c'est-à-dire faire une déshydrogénation catalytique? Alors, en pratique, si on s'amuse à calculer la température d'inversion, on va trouver quelque chose d'assez élevé, des températures d'inversion, autour de 800 degrés à 1000 degrés Celsius, ça va dépendre des cas. Donc globalement, si vous faites de la chimie fine, c'est-à-dire de la chimie de synthèse où on va devoir faire attention au carbone asymétrique et compagnie, hors de question d'envisager une déshydrogénation. Toutefois, en chimie industrielle, par exemple pour passer de l'éthylbenzène au styrène, donc dans certains cas, donc si par exemple on veut faire la réaction suivante, c'est-à-dire l'inverse d'une hydrogénation, donc une déshydrogénation, en chauffant très très fort avec le bon catalyseur, eh bien ça peut se faire. D'accord ? Mais ça reste quelques cas particuliers, donc ce qu'on va dire, c'est simplement qu'elle peut être renversable à des températures très élevées. Voilà, nous dans le cadre des problèmes de chimie organique qu'on abordera, on ne verra pas la réaction retour de la déshydrogénation, par contre on peut envisager éventuellement une petite étude thermo là-dessus. Bon voilà, pour l'aspect thermo, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc globalement, inutile de chauffer pour nous. On va rester à 25 degrés sous des pressions, on va dire, modérées, puisqu'on a déjà une réaction quantitative. Et puis au niveau de l'aspect cinétique, justement, en fait la réaction, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc je ne vais pas tout réécrire. Il se trouve que la réaction, sans catalyseur, elle ne se fera jamais, parce que l'énergie d'activation est beaucoup trop élevée. Mais en revanche, avec des catalyseurs, on va pouvoir rendre la liaison HH beaucoup plus facile à rompre. Et puis là, la réaction va bien fonctionner. Donc je vous mets ici quelques catalyseurs classiques. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, les trois plus rencontrés, nickel de Raney, catalyseur d'Adams, donc c'est de l'oxyde de platine, et palladium métallique. Un bon moyen, donc qui est déposé sur charbon, un bon moyen de se rappeler de ces trois catalyseurs, c'est de se dire, en fait, ils sont tous les trois dans la même colonne. Si vous prenez votre classification périodique, nickel, palladium, platine sont dans la même colonne. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont des propriétés proches et qu'on va utiliser pour faire exactement le même type de réaction.
Voilà, allez, maintenant je souhaite parler un petit peu en deuxième partie, ça va aller assez vite là-dessus. Donc ça c'est en deuxième partie, de la régiosélectivité dans le cas des polyènes. C'est-à-dire que là on va prendre un substrat qui possède deux fonctions alcènes. Donc on part de l'alcène suivant, donc on va le traiter dans des conditions similaires à ce qu'on avait tout à l'heure. Premier cas de figure, je ne contrôle pas la quantité de dihydrogène, donc ça veut dire que je le traite par un excès de dihydrogène. Et donc on travaille dans des conditions, donc là le catalyseur on va avoir PTO2 et on travaille 25 degrés sous un bar. Si je suis en excès de dihydrogène, bah, globalement on va réduire les deux groupements alcènes, donc ça veut dire que je vais arriver au composé suivant. Voilà. Et ici, la question de la régiosélectivité ne se pose pas, puisque on réduit les deux groupements alcènes. Donc, pas de problème ici. Maintenant, je vais reprendre la même molécule. Je le traite, hop là. Je le traite dans les mêmes conditions, à ceci près qu'on va contrôler la quantité de dihydrogène. Et imaginez du coup qu'on traite avec un équivalent, ce qui est loin d'être évident à faire en pratique. Et donc dans ce cas-là, il faut se poser la question de l'alcène qui réagit le plus rapidement. Alors il se trouve que dans cette réaction d'hydrogénation, elle est très sensible à l'encombrement stérique. Et donc c'est l'alcène le moins encombré stériquement qui réagit préférentiellement, qui réagit le plus rapidement en fait. Du coup, si on regarde les alcènes qu'on a, ici on a un alcène trisubstitué, 3 groupements alkyles autour, et ici on a un alcène disubstitué, donc moins encombré que celui du haut. Donc c'est lui qui va réagir le plus rapidement. Ce qui fait que le composé majoritaire, c'est celui que je représente ici, où l'alcène du haut n'aurait pas réagi, et l'alcène du bas aurait réagi ici. Voilà, donc ça, ce serait le composé majoritaire, et minoritairement, on aurait réduction de cette liaison-là, ou même réduction simultanée des deux liaisons. Bon, j'ai une petite question subsidiaire, même si ce n'est pas le sujet ici. Première question, combien de stéréoisomères on forme ici, et cette molécule est-elle chirale? Là aussi, je vous invite à mettre pause si vous jouez vraiment le jeu, et puis à me répondre dans les commentaires. Et puis même question ici, la molécule est-elle chirale? Y a-t-il plusieurs stéréoisomères? Alors, je réponds déjà à la première. Donc pour celui-là, en fait, on ne forme pas de carbone asymétrique, parce que si vous regardez bien, il y a un plan qui coupe la molécule en deux. Toutefois, on a bien la possibilité d'avoir le méthyle et l'isopropyl, soit devant, soit derrière le cycle. Donc en fait, on va avoir deux stéréoisomères. Donc lui, il existe sous forme de deux stéréoisomères de configuration. Qui sont tous les deux achiro, à savoir un stéréoisomère où les groupements sont en position relative 6, et un stéréoisomère où les groupements sont en position relative trans. Voilà, et donc là on a deux diastéréoisomères, et ce sont tous les deux des méso-achiro, puisqu'il y a un plan de symétrie qui les coupe en deux. Donc attention, en fait, ce cas-là, c'est vraiment un bon cas pour vous piéger, parce que y en a qui voient des carbones asymétriques, il y en a qui voient que c'est chiral, enfin, tout le monde voit un peu tout, mais rarement la bonne réponse. Donc c'est vraiment intéressant à analyser. Et puis dans le deuxième cas, il y a bien un carbone asymétrique, mais j'ai envie de vous dire, donc celui-là, puisque là, attention, d'un côté, on voit l'alcène, et puis de l'autre, on n'a pas la double liaison ici. Mais en fait, ce carbone asymétrique était déjà là. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Effectivement, on peut dire que si on partait d'un racémique ici, on aura un racémique.
Voilà. Si on part d'un énantio pur, c'est-à-dire que du R ou que du S, eh ben, je retrouverai la même chose ici. Donc là, pas trop de problème, mais par contre, le carbone ici n'est pas asymétrique, hein, il y a 2 CH3, donc ne vous faites pas avoir là-dessus. D'ailleurs, c'est la même chose ici, j'ai dit qu'il existe à 50-50, mais en fait, cette configuration-là, elle est déjà fixée dans le substrat de départ. Donc ça va dépendre si on considère qu'on part du racémique ou non. Voilà. Donc l'idée principale à retenir sur cette partie, c'est que finalement, un alcène réagit d'autant plus rapidement par hydrogénation catalytique qu'il est peu encombré. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc dans le cas où on a plusieurs alcènes, soit tous vont réagir, mais si ce n'est pas tous, c'est celui qui est le moins encombré. Allez, je vais terminer avec le cas des alcynes. Donc là, je vous invite à vous poser la question, à votre avis, entre l'alcyne et l'alcène, quel est le plus réactif vis-à-vis du dihydrogène? En fait, il faut faire appel à la géométrie parce qu'un alcène, il est plan. Donc il est comme ça. Donc le dihydrogène, il arrive soit par le haut, soit par le bas. Si vous prenez un alcyne, il a une géométrie linéaire. Linéaire, ça veut dire que le dihydrogène, en fait, il peut arriver par n'importe quel côté. Donc un alcyne est beaucoup plus accessible stériquement qu'un alcène. Et donc il va être plus réactif. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée essentielle pour comprendre la suite. Maintenant, allons-y. Je vous propose de partir du butadénine. Donc un alcyne à 4 carbones avec une triple liaison centrale. Voilà, je vais écrire son petit nom. Donc ça c'est le butadénine. On va traiter ce butadénine par du dihydrogène dans les conditions précédentes, c'est-à-dire nickel de Raney, 25 degrés, 1 bar. Mais il se trouve que le premier équivalent, c'est-à-dire que s'il y a un premier équivalent de H2 qui vient réagir dessus, il va s'additionner avec les deux hydrogènes qui arrivent du même côté, et du coup on va se retrouver avec d'abord un alcène. Ce qui va nous donner le butadénine, mais on voit que l'addition est toujours syn, comme on l'a vu avant. Donc ici on va avoir le Z butadénine. Et bien sûr, il peut y avoir un deuxième équivalent de dihydrogène qui va s'ajouter. Donc toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on ne change pas de milieu réactionnel, il est possible d'avoir un deuxième équivalent qui s'additionne. Et donc dans ce cas-là, on arrive au butane. Voilà. Bon, la question qu'on doit se poser en tant que bon chimiste, finalement, c'est la suivante. C'est est-ce qu'il est possible d'isoler l'alcène intermédiaire? Alors, globalement, on a deux cas de figure. Admettons que la première réaction est très rapide et que la deuxième est très lente. Mais dans ce cas-là, je vais former très vite l'alcène qui va s'accumuler dans le milieu et puis ensuite être consommé plus lentement. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer qu'avec des conditions bien contrôlées, il soit possible d'isoler l'alcène au moment où il s'est accumulé, mais il n'a pas réagi de manière très importante. Deuxième cas de figure, j'ai une première réaction très lente et une deuxième réaction très rapide. Dans ce cas-là, aussitôt que le composé intermédiaire est formé, il réagit pour former le composé final. Et en fait, c'est ça que vous devez regarder pour savoir si déjà théoriquement vous pouvez isoler votre alcène. Donc il se trouve que nous, on a dit que l'alcyne étant moins encombré, il est plus réactif. C'est-à-dire que pour nous, la première réaction se fait plus rapidement. Donc je forme très rapidement l'alcène et moins rapidement il va réagir. Donc la réponse est oui, théoriquement, on peut isoler l'alcène. Voilà, donc ça, il faut avoir compris cette idée-là. Maintenant, expérimentalement, c'est plus compliqué. Quand on travaille dans ces conditions avec du nickel de Raney, en pratique, on n'isolera pas l'alcène parce qu'on a une réaction très rapide suivie d'une réaction qui est moins rapide mais qui est quand même très rapide. Et donc finalement, on va se retrouver à réduire l'alcyne en alcane. On n'arrivera pas à isoler l'alcène. Okay, donc si je récapitule, théoriquement, oui. Expérimentalement, pas dans ces conditions. En fait, il faut utiliser un catalyseur désactivé. C'est-à-dire un catalyseur
un mauvais catalyseur en quelque sorte, désactivé, ou on dit même parfois empoisonné. Je le mets entre guillemets. Et donc, par exemple, un catalyseur qui est connu, c'est le palladium de Lindlar. Donc, c'est un palladium sur lequel on aura déjà mis des cochonneries qui vont se fixer sur les sites d'adsorption. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails de l'adsorption, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais du coup, il va y avoir moins de sites réactifs. Finalement, le catalyseur va être moins réactif, va permettre de moins bien activer l'alcène, mais plus facilement l'alcine. D'accord ? Donc, il faut utiliser un catalyseur désactivé. Donc, le catalyseur à connaître, c'est le palladium de Lindlar. Donc on dépose des choses sur le palladium, ça peut être du plomb, du carbonate de calcium, de la quinoléine. Bref, c'est un palladium désactivé. D'accord ? Et donc dans ces conditions-là, effectivement, il est possible de s'arrêter à l'alcène. En voici un exemple. Bien entendu, on forme bien un alcène de configuration Z. Et voilà les chimistes. Bon, on n'a pas parlé de tout non plus parce que j'ai absolument pas abordé les notions mécanistiques. Donc ce que vous devez savoir très rapidement, il n'y a pas déjà de mécanisme que vous pouvez décrire avec le formalisme des flèches courbes. Donc surtout l'hydrogénation catalytique n'avait pas proposé un mécanisme de ce type-là. Au niveau des PC, tout ce que vous avez à savoir, c'est les 5 grandes étapes de la catalyse hétérogène, à savoir diffusion des réactifs vers la surface du catalyseur, adsorption à la surface du catalyseur, donc là il y a des phénomènes de physisorption, chimisorption, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Troisième étape, réaction chimique. Quatrième étape, symétrique de la deuxième, désorption du produit, donc le produit se décolle, entre guillemets, de la surface du catalyseur, et puis diffusion des produits loin de la surface du catalyseur. Donc c'est 5 étapes qu'on retrouve toujours dans les réactions en catalyse hétérogène. Bien sûr, dans ces étapes, il y a des sous-étapes que je ne détaille pas ici et qui ne sont pas à connaître. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a aussi la version en catalyse homogène, et donc je ferai aussi une vidéo sur ce sujet. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de pousser vers le haut. N'oubliez pas aussi qu'il y a les 2 chaînes YouTube qui sont complémentaires. Donc voilà, et n'hésitez pas à voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Si ça vous a plu, s'il y a des choses avec lesquelles c'est pas clair, si vous avez des questions, je compte sur vous. Exprimez-vous dans les commentaires. Moi, je viendrai interagir avec vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à mercredi, je pense, pour la suite. Salut!